Alors moi j'avais proposé la ville prégnante pour une affectologie urbaine. Alors ce n'est pas du tout le fait de rendre compte de l'ouvrage, c'est plutôt en écho avec cet ouvrage que je vais dire aujourd'hui si vous voulez. Et en fait, Franck, que je remercie beaucoup de m'avoir invité à cette occasion, m'avait dit donne-moi un titre. Bon, c'est la ville prégnante, mais tout aussi bien j'aurais pu dire la ville existentielle. Et là, je rejoins le propos de Patrick, ou bien la ville subjective aussi. Hein. Parce qu'en fait, ce qui m'intéresse, c'est la ville vue du côté de l'habitant, de ses affects, de ses perceptions, de ses sensations. Hein. Et c'est pas facile de mesurer un peu cette dimension. Donc, moi, je vais vous indiquer quelques prolégomènes. J'ai écrit un texte, donc j'ai plutôt tendance à me référer à ce que j'écris, hein, si vous voulez, avec un certain nombre d'indications. Par exemple, donc, qu'est-ce qu'une ville existentielle ou subjective? Je vais essayer de donner des définitions, si vous voulez. Ensuite, j'aborderai effectivement une exposition que j'ai pu voir en 2011, L'œil sur les rues, sur la création vidéo. Alors là, pour moi, si vous voulez, il y a une sorte de braconnage visuel très intéressant, un regard déplacé, justement décentré sur la ville de la part de multiples artistes vidéo du monde entier. J'en parlerai un peu, si vous voulez. Et ensuite, je propose une enquête spéculative, enfin une enquête un peu personnelle, que j'ai pu faire à Moscou et à Saint-Pétersbourg il y a 2 mois à peu près, et sur les fissures, hein, l'œuvre des fissures, qui effectivement travaille cette matière aussi bien urbaine, architecturale, que la matière mentale qui s'associe à cette élaboration. Et si j'ai le temps, j'aurai un peu une hypothèse, mais alors là, plus générale, si vous voulez, sur la force faible. Hein. Mais je pense que ça rejoint aussi des éléments de la politique de l'imperfection, de l'imparfait, qui s'opposerait justement à une approche systémique ou à un modèle systémique de la ville. Comment ça se fissure, comment en quelque sorte cet ordre molaire, comme disait Deleuze et Guattari, est travaillé par des multiples lignes de fuite, donc par de multiples fissures, de multiples fêlures, que nous constituons en gros, si vous voulez, à travers nos propres pratiques, nos propres déambulations. Hein. Alors, vous en doutez, en fait, ce qui m'intéresse, comme Patrick d'ailleurs, c'est le flou, c'est le reste. C'est-à-dire, après que tout a été rationalisé, après que tout aurait été modélisé, opérationnalisé, signifié, montré, démontré, qu'est-ce qui reste? Et moi, pour moi, c'est ça le plus intéressant, si vous voulez. Donc, je suis assez loin des universitaires, finalement. Euh, je ne devrais pas dire ça ici. Parce que je travaille plus sur le trouble, sur les interstices, sur le flou, mais bon, là, on est tout à fait sur la même longueur d'onde. Hein. Je pense que tu vas troubler personne, là, c'est bon. Non, je sais que je suis dans un contexte très accueillant et favorable, disons, à ce que je peux énoncer, à ce qui n'est absolument pas du tout le cas en général. Donc, une ville existentielle, alors évidemment, là, je pourrais faire référence aussi à l'anthropologue Albert Piette, l'anthropologie existentielle, un texte récent et fondement pour une anthropologie des hommes. Au fond, on va définir l'expérience existentielle ou existentielle, mais évidemment, je ne renvoie pas de la sorte à l'existentialisme. Hein. C'est autre chose. Hein. Je ne fais pas référence à Sartre, à l'existentialisme, etc. Hein. On est dans une dimension, dans une préoccupation existentielle qui serait plutôt celle à la fois de Félix Guattari
les territoires existentiels, mais aussi la préoccupation d'un anthropologue comme Albert Piet ou François Laplantine d'ailleurs. Hein. Comme vous le savez, je me sens très proche de ces individus. Hein. Donc en fait, l'anthropologie étudie un volume d'êtres singuliers avec les perceptions, les émotions, les pensées. La société donc est abordée comme une présence perceptive ou quasi perceptive. Voilà le propos. Hein. Il s'agit bien d'aborder la ville comme présence perceptive. Et évidemment, cette présence perceptive, comme le disait Patrick tout à l'heure, induit aussi beaucoup d'absence. Hein. Donc on est vraiment dans un fonctionnement, dans un battement, si vous voulez, présence-absence de l'être, présence-absence ontologique, que l'expérience quotidienne, ordinaire de la ville, nous permet, en quelque sorte. Hein. Bon, mais avant, je voulais préciser justement quelles sont les composantes de cette ville prégnante ou existentielle, quelles sont les composantes ontologiques de cette ville existentielle. Disons que il s'agit d'un agencement entre le mode subjectif, le pouvoir des affects et une météorologie perceptuelle. Hein, je vais m'expliquer un peu d'entrée de jeu. Hein, je vais être un peu théorique, si vous voulez, en introduction, mais il me semble que ça vaut le coup, si vous voulez, de s'interroger un petit peu sur ces dimensions de la ville prégnante. Hein. Disons aussi d'emblée que la ville prégnante, je la présente comme une possibilité d'une altérité à la réorganisation de l'espace par les technopouvoirs. Hein. Donc, effectivement, il y a quelqu'un qui s'appelle Fabio Merlini, actuellement, qui travaille sur les schizotopies. Hein. Donc, d'ailleurs, Fabio Merlini, qui est en Suisse, hein, va sortir un livre sur les schizotopies et la philosophie des espaces de vie. Hein. Qu'est-ce qu'il décrit? Il décrit, un peu aussi comme Sloterdijk d'ailleurs, l'impératif de la mobilisation de la société hyper-libérale, de la société hyper-capitaliste. Il s'agit de mobiliser toutes les énergies à travers les télétechnologies, très exactement, non pas à travers les techniques. Hein, il y a des techniques, il n'y a pas la technique, hein, il y a des techniques, mais là aujourd'hui on a affaire effectivement à un processus de télétechnologie qui contribue à cette fameuse mobilisation, à ce principe de mobilisation de tous et de chacun à tout moment. Hein. Donc, tous les individus seraient censés participer à cette mobilisation de l'hypercapitalisme actif, dominateur auquel on a affaire. Hein. Sauf que ça ne se passe pas comme ça, quoi. Enfin, pas tout à fait, disons. Hein. Et là, je rejoindrai un petit peu la version enchanteresse positive, c'est-à-dire que dans les pratiques urbaines, dans les modes d'opérativité quotidien, ce modèle systémique de la mobilisation est déjoué ou défait, ou alors ignoré, tout simplement. C'est même pas qu'il y aurait une intentionnalité des acteurs ou des sujets en tant que tel. Vous voyez, c'est pas ça. C'est simplement que ça se passe autrement, de façon un peu divergente, de façon décalée, que ce que peut imaginer l'urbanisme technocratique, utilitariste, fonctionnel, technologique. Et ce qui s'oppose à cet urbanisme technocratique, c'est la potentialité d'une affectologie urbaine, justement, hein, comme je la nomme. Cette affectologie urbaine, moi je reviendrai sur le terme tout à l'heure, comme acte de création et ligne de résistance. Et à mon avis, cher Franck, on ne peut pas dissocier les deux aspects.
hein, la création, la résistance, ou la résistance et la création. Je ne vois pas comment on peut dissocier ces deux lignes de force par rapport à un système qui, quand même, malgré tout, a tendance à devenir global. Hein. Donc, l'affectologie urbaine est à situer dans une économie subjective faite de mouvements de subjectivation multiples, singuliers. Alors, il y a ce que Félix Guattari appelle la production de subjectivité qui serait propre à ce moment-là à chaque ville. Hein. Il y aurait une production de subjectivité propre à chaque ville. Et c'est vrai, en un certain sens, nous le ressentons obscurément, disons, hein, de façon un petit peu informelle. C'est-à-dire que Bordeaux a sa propre subjectivité. Toulouse, que je connais bien aussi, a sa propre subjectivité. Marseille, n'en parlons pas. Hein. Et puis les grandes villes, Paris, Moscou, New York, effectivement, à chaque fois, il y a un continent subjectif, production de subjectivité, pour parler comme Félix Guattari, puisqu'il s'agit d'y récomposer un corps existentiel. Il s'agit, si vous voulez, de se resingulariser dans l'ambiance, dans l'atmosphère de chaque ville. Il s'agit de créer de nouvelles modalités de subjectivation au même titre qu'un plasticien, qu'un peintre, qui crée de nouvelles formes à partir de la palette dont il dispose. Vous voyez ? En un certain sens, là je rejoins ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que potentiellement nous sommes tous des créateurs, des artistes en herbe, hein, si vous voulez, dans ces modalités de subjectivation pris dans des contextes, des situations que nous offre le mouvement quotidien de la ville et dans la rue. Hein. Voir les photographes, les vidéastes, dont je parlerai tout à l'heure. Hein. Les sujets individuels ou collectifs, moi non plus je ne fais pas trop la séparation, s'inscrivent sur des territoires existentiels, donc, en rapport avec une altérité toujours potentielle dans les émergences expérimentales. Alors, pour ce faire, pour qu'il y ait cette inscription sur des territoires existentiels au cœur même de la ville. Alors de l'urbain, je ne sais pas, moi j'hésite, comme tu le sais, j'hésite un peu. Bon, j'utilise bêtement la notion de ville, hein, pour l'instant. Bon, alors pour ce faire, effectivement, l'expérience transite dans les affects. Hein. C'est là où on en vient à l'affectologie urbaine. Hein. Et je renvoie au livre de Anne Sauvagnargues sur Deleuze et l'art, où elle définit ce que c'est que l'affectologie. Une affectologie, c'est l'étude des pouvoirs d'affecter et d'être affecté qui caractérise toute œuvre. Hein. Pouvoir d'affecter et d'être affecté caractérisant toute œuvre, et je dirais à la suite toute pratique, toute expérience que nous faisons dans la cité. Moi, il me semble que c'est vraiment cela, si vous voulez, qui est impressionnant. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, je suis affecté, je suis touché, mais subjectivement, intérieurement, si je peux dire, par le dehors, par l'extériorité, mais en même temps, en retour, en quelque sorte, il y a aussi ma psyché, ma subjectivité qui affecte tout ce que je touche, tout ce que je vois, tout ce que je regarde, etc. Donc je trouve que c'est une notion très très intéressante. Et parlant de Mrs. Dalloway, puisque Patrick avait des références littéraires, hein, il y a Virginia Woolf, hein, Deleuze fait remarquer qu'elle perçoit la ville, mais parce qu'elle est passée dans la ville, hein, comme une lame à travers toute chose, et devient elle-même imperceptible. Alors ça, j'en reparlerai tout à l'heure sur le devenir imperceptible. En fait, devenir sensible, c'est devenir autre, en quelque sorte. Hein, si on suit bien le raisonnement
de Gilles Deleuze. Enfin, cette ville prégnante ou subjective ou existentielle, je fais exprès de multiplier les vocables, est caractérisée par ce que j'appelle, moi, une météorologie perceptuelle, dont je reprends la métaphore atmosphérique, météorologique, les atmosphères sensibles, puisque, comme vous le savez, je suis responsable d'un séminaire dans le MICA qui s'appelle Atmosphères sensibles. Et je me souviens que justement, dans ce séminaire, il y avait François Laplantine qui était passé et qui remarquait que, en ce qui concerne l'ambiance, l'analyse occidentale est inadéquate à en rendre compte. En effet, qu'est-ce qui est plus insaisissable, plus impalpable, plus flottant qu'une ambiance, qu'une atmosphère urbaine, par exemple, à un moment donné, où ma subjectivité, justement, est en action, et en énergie. Parce que l'ambiance est une affectation, justement, et c'est pas un objet que l'on peut circonscrire facilement, qu'on peut décrire, etc. Donc, pour moi, néanmoins, nous pratiquons une météorologie du sensible à travers 3 dispositions, dont je continue à être un peu théorique, un peu conceptuel, là, à travers 3 dispositions que sont l'aperçu, l'imperceptible et le perçu. Alors je renvoie d'ailleurs au chapitre 15 de mon essai, là, si vous voulez bien. Il s'agit donc de considérer le trouble dans la perception, à travers ces 3 dispositions, ces 3 instances, l'aperçu, l'imperceptible, le perçu. Je ne sais pas si vous voulez que je dise un mot là-dessus. Je ne sais pas si ça vous... 20 minutes encore. Ok. Alors, quelques mots sur ces 3 notions, puis après, je vais parler d'une exposition que j'ai vue, mais qui est vraiment en lien, C'est pas complètement artificiel, bien entendu. Il y a des photos. Non, je n'ai pas de photos à montrer. Alors, l'aperçu, en fait, l'aperçu fonctionne comme un seuil, comme une limite. Lorsque le sujet est pris justement dans le mouvement des lieux, dans une ville cinétique, en quelque sorte, faite d'accélération, de ralentissement, de vide et de plein. Parce que à ce moment-là, la perception n'appartient ni au corps, ni au monde comme tel, mais très exactement, elle est entre deux, entre le corps et le monde. Par conséquent, dans l'aperçu, je vis une sorte de trouble entre l'intérieur et l'extérieur. Moi, je trouve ça très intéressant, si vous voulez, cette opposition des termes dehors, dedans, intérieur, extérieur, même si par ailleurs, on pourrait dire que c'est trop rhétorique peut-être. Mais je trouve ça quand même très, très intéressant. Cette opposition ou cet entrelacement plus exactement entre l'intérieur et l'extérieur, entre le corps subjectif et l'environnement. En conséquence, dans l'aperçu, la perception des lieux n'est jamais intégrale. Ce que disait très bien aussi Patrick tout à l'heure, elle ne peut être que partielle, au fond. Parce que ne pas croire qu'on perçoit directement les choses. On perçoit par détour, par résonance. La perception est totalement oblique dans l'aperçu. Donc je suis dans la rue, vous voyez, j'aperçois quelque chose. Et là, je l'aperçois sans le voir, vraiment. Mais je le vois quand même. Enfin, vraiment, on est dans une sorte de chose bizarre, étrange, d'un entre-deux, un intervalle où fonctionne malgré tout de la perception. Et par ailleurs, on peut percevoir par imagination, on peut percevoir en devinant ce qui est à l'extérieur, je peux projeter le monde
et le percevoir de cette manière. Donc il semblerait que l'expérience sensible fonctionne aussi par intuition, par prémonition et par fantasme, évidemment. Hein. Donc les aperçus sont plutôt du côté du bouger, du flou, de l'informe, du mélange des substances et des situations, en quelque sorte. Bon, je vais rapidement sur, je sais pas, on peut dire ça, sur l'imperceptible. Parce qu'on pourrait en faire vraiment toute une séance. Là, je renvoie tout simplement aussi au fameux chapitre de Mille plateaux, devenir imperceptible de Deleuze et Guattari. Hein. Au fond, leur conception, c'est que on peut percevoir l'imperceptible. Hein. Peut-être que pour l'aperçu, c'était assez évident qu'on percevait quand même quelque chose, malgré tout. On perçoit quelque chose dans l'aperçu. Mais dans l'imperceptible, on pourrait se dire, il n'y a rien à percevoir, il n'y a rien à voir, il n'y a rien à regarder. Or, l'enjeu, justement, c'est que l'imperceptible serait en quelque sorte la limite de la perception. C'est ce qui relance la perception en permanence, si vous voulez, justement parce qu'elle représente une sorte de défi à l'acte de la perception. Donc on est dans des zones d'indiscernabilité, dans des zones de voisinage qui œuvrent la perception dans ces instabilités, dans ces lignes de fuite. Par exemple, le mouvement, et ça, un photographe comme Étienne Jules Marais nous l'avait bien montré, le mouvement est imperceptible en soi. Et par nature imperceptible. Et pourtant, il doit être perçu, comme dans le cinéma, si vous voulez. Puisque, aux yeux des deux philosophes que j'ai cités, là, l'imperceptible est la condition même du percipiendum, comme ils disent. Et il n'y aurait pas de contradiction entre, si vous voulez, l'imperceptible et la condition de la perception. Il n'y aurait pas de contradiction puisque l'imperceptible est la condition de la perception. En conséquence de quoi, on a une perception qui se définit par sa limite. Et à la rigueur, on pourrait dire, on peut entreapercevoir l'imperceptible par vibration, par intensité, par impression, justement. Et il y a un petit film de la vidéaste Valérie Jouve sur Rotterdam. Il y a une fameuse scène que je cite dans mon livre aussi, d'une camionnette dans la rue, et il y a le scintillement de minuscules feuilles d'arbres qui tourbillonnent sur le sol, comme ça. Et là, on est complètement dans ce que décrivent Deleuze et Guattari, c'est-à-dire un devenir imperceptible qui néanmoins peut être entreaperçu. Et parce que la perception est moléculaire, justement, elle est du côté de l'infime, du discret ou du presque rien. Enfin, là je vais rapidement parce que je vais passer à d'autres éléments. Juste un mot sur le perçu, parce que c'est peut-être un peu plus connu, enfin, quoique. Vous avez un énorme livre de François Woll qui s'appelle Le Perçu, qui est un livre très compliqué, très dur, très ardu à lire. On a une métamorphose réciproque des termes. Et aussi, qu'est-ce qui se passe, là ça m'intéresse aussi beaucoup, c'est dans la fulgurance du perçu. Bon, il y a un truc qu'on voit là, sporadiquement, rapidement même, ou lentement. Et ça nous fixe aussi, ça nous scotche éventuellement, sans savoir exactement pourquoi ce visage dans la rue là, pourquoi ce bout de jambe, de bras, qu'est-ce qui nous attire dans cette lumière, ou dans ce pan de mur, cette tache sur une façade, enfin voilà. Qu'est-ce qui se passe dans la fulgurance du regard, du perçu? À mon avis, déjà une ébauche de pensée, une esquisse d'une pensée, si vous voulez. Certes, une pensée sensible,
mais il y a quelque chose, si vous voulez, qui s'ébauche juste au contact de la sensation et qui va soit s'intensifier, soit s'amenuiser en ce qui concerne les images mentales, le cerveau. Hein. Donc c'est toute une économie cognitive à ce moment-là qui se met en branle au moment fulgurant du perçu. Bien, alors voilà quelques éléments défrichés. Maintenant, effectivement, alors aperçu, imperceptible, perçu, c'était absolument évident dans l'exposition qui a eu lieu donc à la Villette en 2011, L'œil sur les rues, avec le braconnage visuel opéré par des vidéastes du monde entier, dans des villes du monde entier. Alors je cite quelques noms d'artistes, si vous voulez. De toute façon, bon, c'est vrai que je ne peux pas montrer d'image. Tout simplement, c'est sur Internet. Hein, vous irez voir après, si ça vous intéresse. Hein. Ouais, mais bon, moi je préfère, parce qu'on va perdre du temps, et comme tu le sais, je ne suis pas très doué là. Mais de toute façon, vous les verrez. Hein, je renvoie à ces artistes. Par exemple, il y a Robert Cahen, France, hein, Colin Dan, Roumanie, Catherine Feller, Suisse. Catherine Feller, c'est assez extraordinaire. Hein. Paulette Phillips, Canada, c'est très bien aussi, très intéressant. Franck, pas Cormoré, mais Scurti, en France. Et Kika Nicolea au Brésil, hein, par exemple. Vous voyez, en fait, ce qui est très intéressant, c'est que Continue. ce qui est très intéressant, si vous voulez, c'est que tous ces artistes, avec leur diversité, leur différence, leur variété, si vous voulez, rendent énigmatique, parfois même incertain, le réel de la rue. Ils sont à ce moment-là autant des interprètes de cette énigme de la rue que des révélateurs, en quelque sorte. Hein. Ils sont dans une posture artistique qui consiste à la fois à interpréter, et là c'est peut-être effectivement la culture subjective de chaque sujet, que d'être des réceptacles, des révélateurs de la force du dehors, pour reprendre un terme de Blanchot. Hein. Donc le matériau subjectif est celui, paradoxalement, qui dévoile au mieux une part de réalité. Hein. C'est comme s'il fallait passer par le travail de la subjectivité pour rendre compte du réel. Alors que peut-être une démarche plus documentaire, vous voyez ce que je veux dire, une démarche plus ethnographique, hein, en anthropologie visuelle, etc., qui tendrait vers une sorte d'objectivité, d'enregistrement de la réalité, rate totalement le réel, tel que nous le vivons dans la rue quotidiennement. Hein. Pourquoi ? Parce que seul peut-être le matériau subjectif de l'artiste permet de capter ce reste dont je parlais tout à l'heure. Hein. Cette part essentielle de notre réalité, ce reste, et ces territoires. Alors, ce dont ça rend très bien compte, c'est tous ces territoires existentiels de Philippe Guattari, qui se produisent à travers des mouvements de subjectivation et d'individuation. Parce qu'à chaque fois, au fond, derrière la caméra, vous avez un individu, une subjectivité, qui travaille la matière du dehors, qui s'entrelace, qui entrelace la matière du dehors dans des contextes, des milieux très hybrides d'ailleurs. Hein. Ce qui est aussi frappant dans la façon dont tous ces vidéastes rendent compte de la rue, c'est le battement temporel des modes de présence et d'absence dans la ville, de l'être ensemble. Hein. Ça m'avait bien frappé, si vous voulez, à travers des procédés cinématographiques particuliers. Moi, je ne peux pas m'étendre là-dessus, les ralentis, la fragmentation, la multiplication des cadres de vision, qui restituent justement
fugacité ou cette fuyance des territoires existentiels dans lesquels évoluent ou transitent des individus, effectivement. On pourrait presque parler, c'est un thème qui m'intéresserait, d'une ville intime, vous voyez, hein, une ville, bon, alors, mystérieuse, secrète, je sais pas, ça renvoie peut-être à des termes un peu idéalistes, hein, j'en sais rien, mais en tout cas, oui, d'une ville intime, hein, ce qui n'est pas du tout qui n'est pas du tout la ville des techniciens, hein, ce n'est pas la ville des urbanistes, ce n'est pas la ville des, enfin, pas trop la ville des architectes à mon avis, hein, à part quelques-uns qui ont bien compris ça quand même, hein. C'est une autre ville. Voilà. C'est comme s'il y avait, alors à travers ces documents vidéo, comme s'il y avait une ville poétique, hein, qui se superposait, qui se surimpressionnait à une ville technocratique, à un ordre molaire de la ville, hein, pour le décaper, pour le défaire, en quelque sorte. Et c'est là où on peut parler de volume d'être, en fait, peut-être, hein, en ce qui concerne l'appréciation de ces images. Hein. Comme si on avait affaire à une géographie des affects qui délimite les spatialités corporelles. Un peu comme dans la chorégraphie, justement, un peu comme avec Pina Bausch, hein, c'est véritablement une géographie des affects, en un certain sens. Hein. Et puis, là, le territoire est expressif. Hein. Ce sont les modes d'expressivité qui délimitent les marques de l'espace, et non pas l'inverse. Hein. Ce n'est pas l'espace qui délimite les modes d'expressivité, mais ce sont les modes d'expressivité qui délimitent l'espace. On a une véritable appropriation. Alors, notons que cette appropriation des lieux et des espaces s'opère à travers un braconnage au sens de Michel de Certeau. Hein. N'oublions pas ce texte de Certeau sur la lecture comme braconnage. Et c'est vrai que, non pas que la ville soit un texte, hein, là je mettrais un peu bémol, hein. Mais en tout cas, comme dans la campagne, hein, comme dans le village, il y a des braconneurs. Hein. Il y a du braconnage possible dans les lieux délimités pour certaines choses. Je voudrais, alors, une fois j'ai un peu, j'espère vous avoir donné un petit peu le goût d'aller voir ces artistes sur Internet, un jour ou l'autre. Je voudrais faire état aussi d'une expérience plus personnelle, puisqu'on parle de la ville subjective, hein, de la ville existentielle. C'est un séjour que j'ai fait, bon, très bref, à Moscou et à Saint-Pétersbourg, pendant les vacances de la Toussaint. Hein. Bon, c'est assez frappant, quoi. Hein. On a des villes de la fissure. On a des villes de la fissure. Je mets pas j'enlève les images. C'est pourquoi est-ce que j'ai mis les images derrière? Ils ne sont pas des villes de fissure, c'est des villes de tourisme. Ah bon, d'accord. Alors, je sais pas, Moscou, Saint-Pétersbourg, c'est une ville un lieu du tourisme, hein, parce que Saint-Pétersbourg, vous avez une ville qui a été lissée. Hein. C'est, disons, le lissage des façades de Saint-Pétersbourg a été financé par le président Poutine, puisque Poutine est lui-même issu de Saint-Pétersbourg. Hein, c'est sa ville, si vous voulez. Donc il a voulu absolument que cette ville devienne resplendissante, devienne une ville vitrine, etc. Bon, ça n'enlève rien à la beauté de la ville, du lieu, hein, bien entendu. Mais Moscou, c'est autre chose, hein, parce qu'à Moscou, vous avez une sorte de sédimentation délicate ou brutale, sauvage, souvent, entre les bâtiments staliniens, l'architecture stalinienne, qui n'est pas si inintéressante que ça, au fond, vue d'une certaine façon,
et les églises orthodoxes, hein, qui sont assez nombreuses encore, bien que beaucoup ont été détruites, donc il devait y en avoir beaucoup, parce qu'il y en a encore beaucoup dans la ville de Moscou. Alors ce qu'on voit, si vous voulez, enfin moi ce que j'ai vu de façon un peu obsessionnelle, ce sont des fissures sur les façades, un peu partout, sur les bâtiments, qui, à mon avis, renvoient à un travail contradictoire des temporalités. Au fond, toutes les lignes de faille de la Russie contemporaine s'inscrivent sur les murs, sur la matière surfaciale, hein, des bâtiments. Hein. La texture est donc travaillée par le temps, bon, par une histoire aussi très lourde, bien entendu. Hein. Et donc on a une texture à la fois travaillée par le temps, qui est un bâtiment pas entretenu, pas trop bien entretenu, contrairement à Saint-Pétersbourg, mais que côtoie aussi une extrême contemporanéité, une extrême modernité, et qui scelle aussi d'un hyper-capitalisme qui éclot totalement à Moscou, hein, si vous voulez. Moi, j'aime bien ça parce que, en fait, mais un peu comme certaines villes, je sais pas, que vous connaissez comme Naples, par exemple, hein, aussi. Hein. Bon, Marseille, n'en parlons pas. Mais ce qu'il y a, c'est que dans ce qui s'émousse apparaît quelque chose de la vie, finalement. Hein. C'est dans ce qui se désagrège, dans ce qui s'estompe, qu'apparaît le temps, la vie même du lieu. Et je renvoie à un ouvrage de Roberto Peregali, hein, qui, comme son nom l'indique, est d'origine italienne, un ouvrage intitulé Les lieux et la poussière. Hein. Il voit que dans chaque interstice, il y a des traces d'une vie antérieure, hein, des traces de sédimentation qui rappellent une vie antérieure, donc une dimension spectrale des lieux que nous fréquentons et avec laquelle nous devons composer, dimension spectrale des lieux avec lesquels nous devons vivre tant bien que mal. Hein. Des traces du temps qui permettent, si vous voulez, l'existence d'un futur antérieur de la ville qui est en jeu. C'est une temporalité très spéciale, effectivement, qui peut s'insinuer partout dans les interstices, dans les fissures, dans les failles, hein, dans les détails, souvent infimes, telle tache dans la couleur verte du toit, ou sur la façade blanchie, tel petit trou dans la fenêtre, telle gouttière débordante, telle plante surgissant surnoisement, ou telle porte dans un vieil hôte, dans un super restaurant, qui ça dénote, ou telle flaque d'eau dans l'avenue bien droite et stalinienne. Hein. Tous éléments matériels un peu incongrus qui expriment incidemment le pouvoir de l'infinitésimal et des traces. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est que peu de choses suffisent à transformer notre perception d'un paysage ou d'un ensemble. En tout cas, ce n'est pas forcément, si vous voulez, justement les opérations d'urbanisme grandiloquent qui changent notre regard. Parfois, c'est un détail incongru, hein, un détail qui émerge, en quelque sorte. Et là, je rejoins, par exemple, François Laplantine, vous vous souvenez, qui s'insurgeait contre le monumental, contre le discours de la grandeur, du colossal, contre l'optimisation ou la rationalisation, la gestion, etc. Hein, puisqu'il y a une puissance du discret, il y a un pouvoir de la faiblesse, je vais en reparler tout à l'heure, hein, une résistance du presque rien. Hein, ça renvoie évidemment à notre philosophe Jean Kelevitch. Hein.
Je ne sais quoi. Oui, c'est ça, le je ne sais quoi et le presque rien. Hein. En fait, dans l'inexpressivité de l'infime, il y aurait une très grande résistance qu'on n'imagine pas. Hein. Et par les fissures, nous pouvons ressentir donc ces variations de la durée. Nous ressentons aussi la dimension du spectre, hein, Agamben, dont Agamben parle si bien dans un texte assez récent. J'ai encore quelques minutes. 5 minutes, oui, pour Cinq- conclure. voilà, bon, bon, alors, questions. ok, je peux donc conclure, si vous voulez, sur une chose qui m'intéresse, c'est la force faible. Hein. Au lieu de nourrir un rapport frontal au système et aux environnements dans lesquels nous sommes, hein, dans lesquels nous évoluons. Hein. Il y a un texte de l'écrivain anglais D.H. Lawrence, moi que j'adore. Hein, c'est un écrivain que vraiment je trouve très très fort. Hein, il a eu une vie tourbillonnante. Hein. Il arrive au Mexique en 1924 chez les Indiens Pueblos. Il assiste à la danse du maïs en 1924 d'ailleurs. Et il remarque des maisons de boue séchées dans un village. Hein. Avec son style poétique extraordinaire, il dit elles sont prêtes à tomber en poussière et à se fondre dans l'invisible, et que ces petits tas de boue vaguement carrés perdurent siècle après siècle, alors que le marbre grec part en morceaux et que vacillent les cathédrales, voilà la merveille. C'est extraordinaire. Bon, c'est vrai que c'est un mystère. C'est celui de la puissance du fragile, de la force faible. Hein, le petit tas de la maison mexicaine, indienne, et résiste plus que tous les monuments cités. Hein. Force faible qui est celle aussi, à mon avis, des fissures et d'une infraperception que je décrivais. Alors, force faible, faiblesse d'effort, force des faibles, pardon. Lyotard en avait parlé autrefois. Il y a un texte de Jean-François Lyotard sur la force des faibles, à partir de la philosophie des sophistes. Mais il y a aussi une remarque de Nietzsche qui parle des femmes. Alors évidemment, on peut l'entendre de façon misogyne. Hein, je vous dis tout de suite, mais il ne faut pas l'entendre comme ça. Hein. Nietzsche il constate que toutes les femmes sont pleines de finesse lorsqu'il s'agit d'exagérer leur faiblesse. C'est ainsi qu'elles se défendent. Alors c'est ça qui est intéressant, parce que là déjà là on se dit oh là. Hein. Surtout dans le climat political correct d'aujourd'hui, bon voilà, ça passe mal. Mais il rajoute, c'est ainsi qu'elles se défendent contre la vigueur et le droit du plus fort. Ça, c'est remarquable. Hein, si vous voulez. Donc, on voit bien qu'il y a l'éloge de l'ingéniosité féminine qui consiste à transformer les faiblesses en puissance, qui consiste à ce que la faiblesse devienne une machine de guerre contre la domination brutale et acquise d'un ordre institué, c'est-à-dire, bon, peut-être celui des mâles, en l'occurrence. Hein. On pourrait élargir cela, bien entendu. Du mal. Voilà, alors l'expression de cette force faible est aussi en jeu dans l'apprentissage du perçu dans la ville, où balance continuellement la présence et l'absence du monde. Je l'avais appréhendé aussi à travers l'étude du rapport subjectif à l'appartement en ville, hein, ce que j'ai nommé l'appartemental. C'est ce logement, bien que clos sur lui-même comme espace de l'intime, ne peut se comprendre que dans l'ouverture de la ville, dans sa pulsation, en fond. Hein. En ce sens, il est ouvert par le dehors,
mais il se referme en tant que lieu singulier où le sujet échappe quelque peu, si vous voulez, à l'être ensemble, en fait. Hein. C'est ce que tu disais tout à l'heure, échappons à l'être ensemble. C'est trop difficile. Hein. Alors ça ne veut pas dire un repli total, puisque l'appartement, si on le vit d'une certaine façon, il est continuellement dans ce balancement entre l'ouvert et la clôture. Ce que disait très bien aussi Walter Benjamin en parlant du paysage urbain, comparer notre rapport au paysage urbain, hein, c'est dans le livre des passages, à celui d'une chambre où la chambre s'ouvre sur l'extérieur avec la fenêtre, mais elle permet effectivement le retrait spirituel, si on peut dire, le retrait de l'imaginaire. Hein. Donc tout cela se situe, et ça sera mon dernier mot, à la jonction de l'extérieur et de l'intérieur. Hein. C'est-à-dire que cette jonction constitue à la fois une scission entre l'intérieur et l'extérieur, mais aussi une relance des deux termes. Pour qu'il y ait de l'intériorité, il faut qu'il y ait l'expérience du dehors. Et pour que nous intégrions l'extériorité, le dehors, il faut donc cette expérience subjective des fissures dont je parlais tout à l'heure. Hein. Comme avec l'excitation de la peau, hein, l'excitation de la peau surface. On excite la surface, l'extériorité du corps, pour retrouver une sorte de sérénité de l'intérieur, hein, dans un jeu de contraste saisissant. Voilà, j'ai plein d'autres choses à dire, mais je crois que le temps est un peu... Merci Alain. Merci Alain.